Nouveau lundi noir sur les marchés avec une baisse de plus de 6% du CAC 40. Il y avait de la peur, on se demande s'il y a maintenant, il n'y a pas de la panique. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On a eu une folle semaine dernière. La nervosité évidemment est montée d'un cran, un gros cran cette semaine. C'est vrai que ces dernières heures, c'était le pompon. Il fallait que les Russes et les Saoudiens, se tirent la bourre parce que c'est ça le fond du truc. On a un pétrole qui perd 30%. Enfin, c'est du jamais vu depuis la guerre du Golfe, quoi. Donc, parce que les Saoudiens et les Russes n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour produire moins de pétrole. Et donc, les Saoudiens ont dit, si c'est comme ça, ok, d'accord, pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On va vendre moins cher notre pétrole. On va le vendre moins cher et on va en produire plus. Il manquait plus que ça pour avoir un coup de tabac sur les bourses aujourd'hui d'une baisse de plus de 6%. Alors, il manquait plus que ça, effectivement. Il manquait plus que ça. Et alors, le pétrole aurait peut-être néanmoins... on est à 35 $ le baril, on était à 65 il y a encore 2 mois. Oui, tout à fait. Mais la baisse, le pétrole est probablement l'actif qui a le plus réagi, le plus tôt d'ailleurs, à cette épidémie de coronavirus. Je pense qu'on aurait peut-être été trouver les niveaux actuels, même sans cette guerre des prix initiée par l'Arabie Saoudite ce week-end. Mais c'est pas de la folie, c'est pas de la folie ce qu'ils font les Saoudiens là. Alors c'est de la folie. Alors il y a les Russes et les Saoudiens en même temps. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, que les gros producteurs de pétrole limitent leur production pour maintenir les prix, avec l'aide de la Russie en particulier. Bien marché d'ailleurs. Ce qui a relativement bien marché, surtout pour les Américains qui se sont taillés des croupières sur ce marché et qui ont constamment compensé par une augmentation de leur part de marché et de leur propre production les efforts menés par ailleurs. Et là, la Russie a dit stop, nous on arrête, on ne veut plus ça. Parce qu'effectivement, et c'est finalement une stratégie qu'on peut comprendre, qui aurait pu émaner des Saoudiens d'ailleurs, parce que les grands perdants de cette stratégie ont été les Saoudiens ces dernières années, dont les parts de marché ont constamment baissé. Donc voilà, réponse de crise qui vient à un moment donné effectivement où la situation... Ça tombe mal. Exactement. Et là on se dit, quel est le lien entre un pétrole qui perd 30% et des bourses mondiales qui perdent 6 à 7%? Alors, les liens sont multiples, moi, je les vois, variés. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, un pétrole qui baisse aussi fortement, ce sont d'abord des perspectives de taux d'inflation qui s'écrasent, des perspectives de taux d'intérêt qui vont dans le même sens. Donc, on a déjà constaté une très forte baisse des taux d'intérêt, des anticipations, des taux futurs. La dette américaine, qui était encore une fois, il y a un mois, à 1,7% sur le 10 ans américain, on est descendu à 0,40. Exactement, voilà. Donc, et du coup, on balaye. Oui, non, c'est jamais vu. On balaye d'un revers de manche tous les espoirs rappelez-vous, ces espoirs de reflation de l'économie mondiale. La reflation, c'est pouvoir retrouver un environnement économique dans lequel les entreprises ont un peu plus de pricing power. La hausse des prix accélère sans trop, ce qui redonne effectivement, qui soutient la croissance des chiffres d'affaires. Et là, on dénoue tout ceci, ce qui, effectivement, au-delà du choc, parce que la baisse du prix du pétrole, de notre point de vue, est plutôt bien vue. Nous, on est consommateurs. Pour le commun des mortels, le pétrole moins cher, tant mieux, on fait son plein. Voilà. Enfin, c'est tant qu'on conserve sa voiture pour moins cher. Pourquoi est-ce que toutes les actions, je comprends que Total perd entre 10 et 15% aujourd'hui, mais pourquoi toutes les actions, notamment les banques et pas seulement, toutes les valeurs sont massacrées aujourd'hui? Les banques, ça passe par le canal des anticipations de taux d'intérêt, et cette baisse des prix, donc des anticipations d'inflation, aggrave encore une situation qui était déjà précaire. Vous avez aux États-Unis interrogé Donald Trump, la baisse du prix du pétrole va commencer à l'agacer sérieusement parce qu'effectivement, ça représente un volume d'activité très important. L'essentiel de l'investissement, de la croissance de l'investissement productif ces dernières années a été sur le pétrole et le gaz de schiste. Exactement. Et là, pour le coup, un pétrole à 35 $, ça met en difficulté tous ces petits producteurs, les plus gros américains de pétrole de schiste, qui ne sont plus rentables et qui se sont beaucoup endettés. Tout à fait. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et donc, on comprend une autre courroie de transmission vers les banques américaines ou autres. Enfin, si je peux dire, la baisse du prix du pétrole, le marché pétrolier est souvent leader sur l'ensemble des marchés de matières premières. Les cours des matières premières en général s'effondrent, ce qui fragilise énormément beaucoup de pays producteurs au-delà des Américains. Et je pense notamment au monde émergent. Donc, finalement, on
On a une espèce de... Mais une baisse, pardon, une baisse de 30% du pétrole dans la nuit, là, ça vaut vraiment 6% de baisse sur le CAC 40? Oui, parce que cette baisse du prix du pétrole reflète également une inquiétude croissante sur les perspectives de demande de ces produits énergétiques qui elles-mêmes sont le résultat de ce qu'on traverse ces temps-ci, c'est-à-dire une inquiétude croissante sur les conséquences de cette épidémie de coronavirus. On l'a compris, non pas des conséquences sanitaires, mais des conséquences économiques et financières. Ah, parce que c'est ça en fait. Oui. C'est plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique et financière qu'on se tape pour une crise sanitaire qui pour l'instant est... Pour l'instant, Je vous laisse la qualifier, c'est une crise sanitaire, donc on n'aime jamais balayer d'un revers de manche des sujets aussi importants, bien évidemment. Mais ce sont des mesures de confinement, de prévention qui s'imposent au gouvernement, quoi qu'on en dise, hein, qui ont un effet majeur sur l'activité internationale. On a vu les mesures prises pas en aux Italie États-Unis. ce week-end. Pardon, aux États-Unis, excusez-moi, on a vu les chiffres, vous allez me dire c'est le passé, mais les chiffres de l'emploi, les créations d'emplois sur le mois pour le coup de février, on a eu 270 000 créations d'emplois, mais c'est énorme. Oui, on ne voit pas du tout de ralentissement américain pour l'instant. Attendons de voir, encore une fois. C'est énorme, ces chiffres sont complexes, il y a des problèmes de saisonnalité. Enfin, d'ailleurs, vous avez vu que les marchés ont complètement ignoré la nouvelle parce que ça n'a plus aucun sens. Et finalement, on est dans un contexte où on voit bien que toutes les bonnes nouvelles sont probablement très temporaire et qu'il faut s'attendre effectivement à des notes assez salées par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas en mesure de prédire le pic de l'épidémie hors Chine. Hein. Parce que c'est ça, l'alpha et l'oméga aujourd'hui, c'est ça. Oui. À partir de quel moment on aura pas une décroissance, mais une moindre croissance, enfin un pic, qu'on a atteint le pic en termes de contamination. Voilà. En dehors du sol chinois, donc en Europe notamment et aux États-Unis. Exactement, parce qu'à partir de ce moment-là, on pourra commencer à estimer le coût économique. Alors que là, on est dans une situation où, de jour en jour, le coût économique est accru. Mais pour que ce pic soit le plus proche de nous, il faut confiner. Et il faut confiner, il faut prendre des mesures extrêmes. Qu'est-ce que c'est que le stade 3 potentiellement en France? Dans quelle mesure on va limiter les déplacements, donc l'activité économique, et combien de temps ça va durer? Ce qui est assez évident, me semble-t-il, c'est que jusqu'à il y a 2 semaines, on parlait d'un choc d'offres essentiellement. Les usines chinoises ne pouvaient plus produire, ce qui allait mettre en difficulté les utilisateurs de produits chinois. Ouais. Certains consomment biens de consommation également, mais ce n'était pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, on est en train de basculer vers une crise internationale de demande. Et ça, c'est quelque chose... Parce que les gens ont peur, les gens ne consomment plus. Les gens ont peur, ils n'ont pas forcément non plus les moyens de continuer à leur activité professionnelle. Donc ça va se ressentir sur les mesures de chômage partiel, de revenus. Et peut-être effectivement, on voit que le système bancaire est très impacté par cette crise. Peut-être qu'effectivement, le bas niveau des taux d'intérêt qui assurait au moins que l'offre de crédit puisse être au rendez-vous, aujourd'hui, est un postulat sans doute menacé parce qu'effectivement, on est rattrapé par une crise économique. Donc, on comprend. Et quelles sont il n'y a pas des notes d'espoir dans tout ce qu'on raconte là? Parce que, en même temps, moi j'ai le sentiment qu'on est en train de passer de la peur à la panique, là. Alors, et qui dit panique, dit capitulation, dit souvent après point bas. Je pense qu'il faut il faut se remettre dans l'état d'esprit dans lequel étaient les marchés avant cette crise. Hein. Vous vous souvenez, cette espèce de frénésie où quand même les investisseurs ont pris des risques complètement inconsidérés. Donc là, il y a apparition d'un risque, pas n'importe lequel, il est majeur. Il se trouve qu'il est majeur. Donc effectivement, ça peut ressembler à de la panique, mais c'est d'abord... Risque sanitaire majeur, vous dites? Non, un risque économique majeur lié à cette propagation, cette maladie. Bon. Et de fait, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui sur les bourses? On a gommé 6 mois de hausse qu'aucun économiste ne pouvait expliquer. Pour l'instant, on s'arrête là. Je ne vois pas de panique, si ce n'est effectivement dans le c'est vrai, le CAC 40 effectivement avait gagné 26% en 2019. Là, si on en perd 20%, on a gommé quasiment l'année 2019. Ça commencera à être plus grave, effectivement, si on va bien en deçà des niveaux présents. Pour l'instant, me semble-t-il, on a corrigé, ce qui ressemblait quand même à quelque chose qui était totalement gratuit et à de la spéculation pour aller vite sur les marchés financiers. On corrige. Par contre, effectivement, à partir du moment où les variables financières, les banques sont impactées, et elles le sont lourdement, où le marché du crédit
des entreprises est impacté, et là aussi ça a été un grand driver d'investissement, alors on peut se poser les questions effectivement des répercussions à un peu plus long terme de cette crise. D'où ce sentiment de panique. Les cours du pétrole, ça fait combien de temps qu'on dit sur le plan fondamental, rien ne permet de maintenir des prix à 50 et encore moins 70 $, comme c'était le cas ces derniers temps sur le marché pétrolier. Rien, si ce n'est effectivement des espoirs plus ou moins bien ficelés d'ailleurs sur la persistance d'une croissance, en particulier des pays émergents, qu'on voyait nous fuir entre les mains dès qu'on se penchait un petit peu sur chacun des dossiers, que ce soit la Chine ou un autre. Donc je pense qu'on ne comprendrait rien à la réaction des marchés aujourd'hui si on ne mettait pas en perspective d'où nous venons, d'une totale croyance dans le pouvoir des banques centrales à faire face à tous les risques, hein, c'est ce que nous ont dit les marchés ces derniers mois jusqu'au mois de janvier, et là d'une prise de conscience, effectivement, c'est brutal parce qu'on s'aperçoit que, eh bien non, il va falloir Mais il est où le plancher ? Il est où le plancher ? Il est dans la réponse des politiques économiques, sans doute en large partie entre les mains des gouvernements et des réponses budgétaires. Encore faudra-t-il que ces réponses aient du sens à plus long terme et qu'elles se coordonnent, ce qui, on le sait, en Europe n'est pas forcément facile et à portée de main. Et donc les raisons d'espérer ? Parce que sinon, il y a de quoi se tirer une balle. Les raisons d'espérer, elles sont dans ce que je viens de dire. Des réponses à la hauteur du côté des banques centrales. Il y a des marges de manœuvre. Je pense que la BCE est en train de se réveiller. En tout cas, on peut l'espérer, effectivement. Qu'on va sortir du carcan, peut-être, des règles qui ont régi les interventions de la BCE. Je pense notamment à la clé de répartition du capital lors des interventions des États, lors des interventions de la BCE. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Italie est confrontée à un risque majeur. Il va falloir intervenir directement par rapport à cette préoccupation-là, plutôt que d'immerger les marchés souverains, y compris allemands, de liquidités alors qu'on n'en a pas besoin. Il va falloir des réponses ciblées, sans doute des réponses directes face aux besoins immédiats des entreprises. C'est là qu'est l'urgence. Hein. Mais on voit bien que dès lors qu'on attaque un scénario où les conséquences économiques pourraient être plus durables, alors il faudra que les budgets, les actions budgétaires prennent un relais très rapidement. Ouais. Bon, en gros, avant que ça se mette en branle et en place, le point bas des marchés n'est pas encore atteint. Pas tant qu'on n'aura pas de visibilité sur le pic de cette maladie, j'en ai l'intime conviction, effectivement. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Explications et points de vue, opinions signés Véronique Ries-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Toujours un plaisir. Merci.